C'est effectivement un sujet, je pense, qui nous intéresse tous, qui quelquefois nous panique. On se dit j'ai plus de mémoire, etc. On passe tous par là. Anne de Pomereux et effectivement Colette Roumanoff, vous allez peut-être nous éclairer notre mémoire différemment. Anne de Pomereux, vous avez écrit un livre, Éloge de la passoire. On a la tête comme une passoire, effectivement, on s'en inquiète. Et vous allez nous dire, au fond, et vous le dites de façon très claire et très pragmatique, comment marche la mémoire, comment ça coince et comment on peut finalement s'en servir au mieux. C'est ça ? Oui, c'est le propos du livre que je vais résumer de façon très résumée en fait. Donc en fait la mémoire est une passoire, c'est-à-dire qu'on oublie beaucoup. Et c'est tant mieux ? C'est tant mieux, oui, oui. L'oubli n'est pas, enfin en tout cas pour moi, c'est une fonction noble. On dit souvent oui, c'est le revers de la mémoire, qu'est-ce que j'aimerais ne pas oublier que ça. Non, quelle erreur. Heureusement qu'on oublie. La mémoire est sélective, en fait. Et la mémoire est sélective. Alors, chez les gens bien portants, la mémoire sélective a tendance à retenir les bonnes nouvelles et à évacuer les mauvaises ou retenir l'essentiel. Donc, tout le sujet, enfin, tout l'enjeu, c'est de savoir discerner où est l'essentiel et où est le secondaire. Là, je parle de la mémoire quand on est dans les études, par exemple. Mais Dieu sait si on est assailli par le secondaire à l'heure actuelle. On a tellement d'informations qui nous arrivent. Alors, c'est bien le problème, en fait. Ouais. On est aujourd'hui, ce qui n'a pas tellement changé, c'est notre capacité de réception. Nous évoluons bien sûr, mais enfin on évolue lentement. Donc la capacité de réception, le cerveau, la mémoire n'évolue pas tellement vite, et c'est une capacité de réception relativement limitée, même si on peut retenir beaucoup de choses. Par contre, ce qui a beaucoup changé dans le monde dans lequel on vit, c'est la surcharge informationnelle. Donc il y a une espèce de pénurie, mais la pénurie n'est pas du côté de la production, elle est du côté de la réception. Ce qui vaut cher aujourd'hui, c'est l'attention qu'on donne aux choses, c'est pas les choses. Mais une attention qui est parfois extrêmement fugitive et superficielle. Mais parce que ce qu'on capte en un instant, on l'oublie. C'est tout à fait le problème. Donc pourquoi l'avoir capté si c'est pour l'oublier immédiatement après ? Vous pointez là, en fait, l'essentiel de la difficulté d'aujourd'hui. Et l'autre difficulté, c'est qu'on a tendance à confondre, apprendre et s'informer, en fait. Et on voit ça même chez les étudiants en cours. Ils pensent qu'en ayant vu 2 vidéos sur YouTube, ils savent. Mais en fait, ils savent pas. Mais ils savent pas qu'ils savent pas. Et pour apprendre, il faut savoir qu'on ne sait pas. En fait, il faut avoir cette humilité-là qui va permettre d'engranger, enfin de démarrer un processus d'apprentissage qui prend du temps. On n'aime pas dépenser du temps en répétition. Or, ce qui reste, c'est ce qui a été digéré longuement, ce qui a été ruminé. C'est la poésie 1000 fois lue, 1000 fois apprise, oubliée et réapprise. C'est ça qui reste, sinon le reste, ça ne reste pas. Donc si vous voulez poser la question aux gens que vous rencontrez, de simplement, par exemple en début d'année, essayer de retrouver 3 ou 4 événements qui ont été vécus en France en 2018, et vous laissez du temps aux personnes pour réfléchir, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose qui sort. On apprend, on oublie, on apprend, on oublie, on oublie, on oublie, on oublie. Beaucoup. Le par cœur, il y en a de moins en moins aujourd'hui. Autrefois, on se disait au moins, on peut se raccrocher au numéro de téléphone. On connaît les numéros de téléphone de ses amis, de son entourage par cœur. Aujourd'hui, c'est même plus le cas avec les portables. Alors, en fait, les machines font ça plus vite et mieux que nous, et c'est pas la peine d'encombrer notre mémoire par des choses qui sont... Oui, sauf que c'est un exercice, une gymnastique. C'est une gymnastique. Et de fait, connaître quand même, moi j'ai 5 enfants, de connaître les numéros de portable de mes enfants, c'est pratique. Ou de mon mari, ou les codes des gens chez qui je vais, c'est pratique. Mais en dehors de cet aspect pratique, aussi ça donne confiance et ça regonfle l'estime de soi, de pouvoir compter sur sa mémoire, tant qu'on peut compter dessus. Je ne parle pas des cas pathologiques, là, je parle de la mémoire normale. Mais en fait, mon propos, il est plus de dire que...
faut faire vraiment attention parce que dans le monde dans lequel on vit, qui est très surchargé et très zappant, plus on va vers ce monde surchargé, plus il va être important et vital en fait d'avoir en soi un certain nombre de repères, de connaissances bien solides. Mais qu'est-ce qu'on peut faire justement pour cultiver la mémoire, pour l'exercer? On est tous à l'affût de ça. Eh bien, il y a des méthodes. Moi, j'ai déterré des méthodes anciennes qui sont très efficaces, très ludiques, très amusantes, mais qui datent des Grecs anciens, en fait, qui nous ont été transmises par la tradition orale et qu'on a utilisées sans le savoir pendant des siècles et des millénaires. Sauf qu'on a perdu ce mode d'emploi à cause de la concurrence en fait des mémoires externes. Donc moi, je remets ces méthodes au goût du jour et j'essaye de convaincre les gens de se servir de la mémoire, de compter sur elle, parce qu'elle rend de grands services, à condition de pouvoir compter sur elle. Un exemple un exemple ludique. Ah, ludique. Bon, ben, je sais pas moi si vous. Alors, le côté ludique, c'est vraiment quand on se met à apprendre des choses, parce qu'on passe par l'imagination. Donc, on va transformer ce qu'on veut apprendre. Je sais pas moi, par exemple, si vous voulez retenir une liste de pays, la liste des pays les plus peuplés du monde, au lieu de retenir Chine, Inde, États-Unis, vous passez par une image qui va vous permettre de raccrocher le fil du pays et que vous allez mettre en scène par votre imagination. Alors on va voir un dragon qui vous crache du feu, et ensuite on va parler avec Gandhi, et puis on va voir un cow-boy, etc. Vous passez par un chemin différent qui vous donne des indices, des choses que vous voulez retenir. Ça, c'est le côté ludique de la méthode. Mais le côté important de vouloir compter sur sa mémoire, c'est que peu permet d'accueillir beaucoup. Alors ça, c'est quand même une découverte que je trouve finalement tout à fait encourageante. Oui. C'est-à-dire de savoir peu de choses solidement permet d'accueillir la nouveauté. Parce que la nouveauté qui rentre a besoin de s'accrocher quelque part. Donc il lui faut des piliers, ce que j'appelle le porte-manteau. C'est comme ça que ça fonctionne, par association. La mémoire est associative. Et d'ailleurs, vous en parlez très bien. Ouais. Mais justement, alors, puisque là, avec vous, Colette Roumanoff, on va en parler, est-ce qu'on peut dire que la mémoire, c'est ce qui fait que l'homme est homme? Que sans mémoire, l'homme a du mal avec son identité? Alors, je vous laisserai répondre avec votre parcours. Moi, ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est qu'effectivement, la mémoire fait partie des structures fondamentales de l'identité. Voilà. On est ce dont on se souvient en partie. En même temps, avec le témoignage de Colette, on va voir que c'est plus compliqué que ça. Et c'est ça justement qui est intéressant. Alors Colette Roumanoff, il faut que vous nous racontiez un petit peu votre histoire, qui est celle de votre mari. Oui, c'est-à-dire que... voilà, c'est là. Donc, mon mari a été diagnostiqué Alzheimer en 2006. Donc, au début, j'ai fait comme tout le monde, j'ai paniqué affreusement parce que je ne savais pas quoi faire, on ne savait pas. C'est-à-dire qu'un jour, parce que avant qu'il soit diagnostiqué, vous êtes allé chez un médecin parce qu'il avait été, vous l'aviez trouvé un jour un peu perdu. Non, j'ai compris un jour qu'il n'arrivait pas à faire une soustraction. Voilà. Donc, j'ai compris que c'est à faire une soustraction. Pour quelqu'un qui était un brillant homme d'affaires, ça c'est pas normal. Donc il avait un truc dans le cerveau qui marchait plus du tout. Et donc c'est là que c'était la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc au départ j'ai paniqué, je savais pas quoi faire. Et petit à petit j'ai remarqué qu'il y avait des choses qui l'amélioraient et des choses qui l'aggravaient. Donc je me suis mis à faire que des choses qui l'amélioraient et pas des choses qui l'aggravaient. Qu'est-ce qui l'améliorait ? Alors, ce qu'il a amélioré, c'était d'être un petit peu à l'aise dans son environnement. Et ce qu'il a aggravé, c'est qu'on le regarde de travers, qu'on lui fasse un reproche quelconque. C'est insupportable pour un malade d'Alzheimer qu'on lui fasse un reproche parce qu'il ne peut pas se défendre. Il perd en fait la faculté d'argumenter en premier. Donc, il ne peut pas se défendre. Donc, par exemple, dans le livre que j'ai écrit le dernier, qui s'appelle « L'homme qui tartinait une éponge », c'est un homme qui a faim, il se lève la nuit. Ce n'est pas une histoire qui m'est arrivée, c'est une histoire qu'on m'a racontée. Il se lève la nuit, il cherche quelque chose à manger, il trouve une éponge et il commence à la tartiner. Voilà. Donc, et justement, parce qu'il a la maladie d'Alzheimer qui fait qu'il perd ses repères. Nous, on a un cerveau qui marche à 100 000 à l'heure et qui sait très bien faire la différence entre une éponge et une tranche de pain. Mais quelqu'un qui a Alzheimer et qui a faim, une éponge et une tranche de pain, ça se ressemble. Donc, il va les confondre. Voilà. La maladie d'Alzheimer, c'est ça. Il faut bien comprendre que c'est ça. C'est pas autre chose.
Donc si à ce moment-là on arrive, on lui dit t'es un imbécile parce que tu sais pas faire la différence entre une éponge et une tartine de pain, on l'agresse, il va se sentir très mal, rejeté, hein, et surtout on le stresse. Et si vous voulez, justement, il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas dire j'avais faim, j'ai trouvé la cuisine, ce qui déjà pour lui était très difficile, j'ai trouvé quelque chose qui ressemblait à du pain et je l'ai tartiné. Il ne peut pas dire ça. S'il pouvait dire ça, il n'aurait pas la maladie d'Alzheimer. Agression aussi quand on l'infantilise, quand on lui parle comme s'il était sourd. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de manières de maltraiter quelqu'un qui a Alzheimer, même sans le taper, hein. Simplement en le regardant de travers, en le regardant avec mépris, en le regardant comme s'il était le dernier des imbéciles, ou en lui expliquant qu'il est un idiot parce qu'il n'a pas compris qu'une éponge, c'est pas une tranche de pain. Vous voyez. Donc il y a énormément de manières d'agresser quelqu'un qui a Alzheimer et qui fait qu'il va se retrouver extrêmement désespéré, très stressé. Et une fois qu'il est stressé, son cerveau fonctionne plus du tout. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Alors que s'il n'est pas stressé, si on comprend son problème et si on l'accompagne dans ses difficultés quotidiennes, son cerveau va refonctionner d'une manière qui va lui permettre de faire énormément de choses, y compris d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles chansons, d'apprendre un sport, d'apprendre. Il va pouvoir apprendre beaucoup de choses et surtout donner un retour affectif aux gens qui s'occupent de lui. Et ça, c'est une chose dont beaucoup de personnes se privent parce qu'on ne leur a pas expliqué le mode d'emploi de la maladie d'Alzheimer. C'est incroyable ce que vous racontez parce qu'évidemment, ça veut dire qu'on aborde la personne qui est malade d'une toute autre manière. Il y a une histoire que je trouve merveilleuse et très parlante dans celle que vous racontez. C'est l'histoire du sablier. Oui, parce que à un moment donné, si vous voulez, la personne, elle a perdu la macro du temps. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que même si on lui dit il est telle heure ou telle heure, ça lui dit rien. Elle peut répéter il est 5 heures, mais ça ne va pas lui dire la signification de ce que ça veut dire le temps. Et donc des fois, je disais à mon mari, attends-moi 5 minutes. Il me dit 5 minutes, ça veut dire un siècle. Ça veut dire il ne sait pas qu'est-ce que c'est 5 minutes. Donc j'avais trouvé un sablier qui descendait en 1h30. Et c'était le temps que je mettais pour aller à mon cours de gym et revenir. Voilà. Donc quand je partais au cours de gym, je mettais le sablier et je lui disais, voilà, avant que ce soit fini, je suis revenue. Donc il était très content. Mais quand même, au bout de 2 ans, un jour je rentre et je le trouve en bas de l'escalier. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attends. Donc le sablier ne servait plus à rien. C'est une maladie qui progresse. Donc même si on met une super pancarte pour dire toilette, comme je l'ai toujours chez moi d'ailleurs, une super pancarte avec des logos comme il y a dans les cafés en fait, et avec une lumière, donc ça a servi pendant 3 ans. Mais au bout de 3 ans, eh bien, ce repère n'est plus reconnu. Donc il faut en trouver un autre, il faut trouver un autre système. Il faut s'adapter en permanence en fait. Voilà, c'est une vie qui devient aventureuse, on s'ennuie plus jamais. Parce qu'il faut tout le temps trouver des nouveaux trucs. Non, mais vous avez quand même une façon absolument incroyable de raconter les choses, là où tout le monde se lamente et a une terreur de... Mais quand on se lamente, il faut savoir qu'on fait du mal à la personne qui a Alzheimer. Même si elle n'est pas devant vous, vous vous lamentez sur elle, elle le sent, elle l'entend et elle se désespère. Donc il faut bien savoir qu'on n'a pas le droit ni de si on veut que les choses se passent bien, on n'a plus le droit de se lamenter, on n'a plus le droit d'être triste, on a le droit d'être de bonne humeur tout le temps. Et pourquoi pas? C'est quand même intéressant d'être de bonne humeur tout le temps. Pourquoi on n'essaye pas? Dans notre société, on considère que ça n'a aucun intérêt. Mais c'est extrêmement intéressant d'être de bonne humeur tous les jours. Ça fait du bien à tout le monde. Et donc, il n'y a qu'à essayer. Bon, si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Mais si on essaye, on peut y arriver. Surtout. Et donc, du coup, tous les problèmes qui sont épouvantables disparaissent. Voilà. Donc, on peut vivre heureux avec quelqu'un qui a Alzheimer et vivre agréablement. Voilà. Vous diriez que vous avez vraiment vécu... Vous dites de votre mari que ça a été votre professeur de bonheur. Oui, parce que justement, maintenant, je suis de bonne humeur tout le temps. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas, je peux vous dire. J'étais de bonne humeur quand tout allait bien et de mauvaise humeur dès que quelque chose n'allait pas. Donc maintenant, j'arrive à être de bonne humeur quasiment tout le temps. C'est quand même intéressant. Voilà, c'est quand même un truc, ça vaut la peine quoi, de s'y mettre. Et en fait, dans notre société, ça n'existe pas, la bonne humeur. Ça n'existe pas la bonne humeur, ça c'est vrai. Et au contraire, on vous encourage à vous plaindre, on vous encourage à critiquer tout le monde, on vous encourage à faire des reproches à tout le monde. Mais comme je dis, qui a envie qu'on lui fasse des reproches ici? Là, il y a quelqu'un qui a envie, lève le doigt. Qui? Personne n'a envie. Et bien les malades d'Alzheimer non plus. Ils n'ont pas envie qu'on leur fasse des reproches, pas du tout. Et en plus, ils ne peuvent pas se défendre. Ils ne peuvent pas dire
Non, tu m'as fait ce reproche, mais en fait, je suis venue là parce que si, parce que ça. Il ne peut plus le dire. Donc, il est une personne très fragile, très vulnérable. Donc, les personnes fragiles et vulnérables, il faut les aborder avec énormément de précautions. Et il faut bien qu'à la fin de la maladie, par exemple, tout disparaît pour un malade. Donc, même ce qui est extrêmement étonnant, c'est que les personnes vont se mettre à marcher à cette vitesse-là. Et vous savez pourquoi? Parce que leur cerveau ne dit pas que le parquet il continue. Donc si on dit dépêche-toi, il ne peut pas parce qu'il a peur de tomber dans un trou. Vous voyez? Et donc à ce moment-là, non seulement tout disparaît, mais même il va rester lui et ses habits. Donc si on s'approche en disant allez, c'est l'heure de la toilette, hop, enlève-moi ça, c'est une catastrophe internationale, vous comprenez? Il faut s'approcher avec beaucoup de précautions et beaucoup de respect. Et à ce moment-là, tout se passe le mieux possible. Le mieux possible, c'est quand même intéressant. Voilà. Moi, je suis absolument scotchée par tout ce que vous dites, Anne de Pomereux. Est-ce que ce que dit Colette, est-ce que ça peut vous éclairer aussi sur le mécanisme de la mémoire? Oui, allez-y, ça on entend. Il faut que je parle. Oui, j'aime vraiment beaucoup l'approche de Colette. Je trouve ça vraiment génial, en fait, génial, parce que de toute façon, on va pas redonner la mémoire de quelqu'un qui a Alzheimer, donc autant prendre les choses du bon côté. Et justement, la personne ne dépend pas de sa mémoire. Non. La personne ne dépend pas de sa mémoire. La personne, elle est dans le présent. Elle est un réceptacle. Elle sent les choses, elle sent les gens. Les neurones miroirs sont toujours là. Donc cette personne, elle peut avoir des relations avec énormément de gens différents, des bonnes relations même, ou des pas bonnes. Elle peut dire ah non, celle-là, je ne veux pas la voir, parce que si quelqu'un s'approche en regardant la personne de travers, elle va dire non, c'est pas supportable. Voilà. Donc elle peut avoir des bonnes relations avec tous les gens qui sont sympas avec elle. Elle existe et elle peut donner beaucoup de choses. Moi, j'ai fait, comme mon mari, il adorait marcher. Donc j'ai engagé des étudiantes pour le balader dans Paris. Donc il se baladait 2h le matin, 2h l'après-midi. Donc la nuit, il dormait, il ne faisait pas de la déambulation. Hein, voilà. Donc, mais par contre, il trouvait ses filles formidables. Et toutes, elles avaient le moral remonté de se promener avec lui. Alors c'était assez extraordinaire. Alors comment ça se fait que ça leur donnait le moral à elles aussi? Alors je ne sais pas, c'était un peu magique quelque part. Il y a même des personnes qui étaient arrivées déprimées, vraiment pas bien, quoi. Et le fait de se promener avec Daniel pendant 2 heures, hop, elle revenait absolument le sourire, la banane, tout allait bien. Voilà, je pense que ça leur permettait de relativiser beaucoup de choses. Et en fait, souvent on est malheureux parce qu'on ne sait pas relativiser, on pense qu'une chose est affreuse, qu'elle va tout le temps rester affreuse, que tout va aller de plus en plus mal. Et là, ça leur permettait de relativiser beaucoup de choses. Et donc, elles en ont toutes gardé un souvenir ébloui. Voilà. Il a pu rester jusqu'à la fin à la maison? Il est resté jusqu'à la fin à la maison. Et à la fin, il est devenu grabataire. Parce qu'à la fin, tout s'en va, quoi. Il est paralysé totalement dans son lit. Donc lui, ça a duré 3 semaines. Mais c'était vraiment... Alors, il était comme un nourrisson. Ça veut dire qu'il pouvait bouger juste un peu comme ça, les bras, d'une façon assez désordonnée. Et donc, je lui ai donné des doudous. Et je l'ai regardé jouer avec ses doudous pendant des heures. Il prenait un truc dans la main, il le passait dans l'autre main, il le reprenait dans la main. Voilà, c'est tout. Et il me reconnaissait, bien entendu. Bien entendu, puisque moi, je le reconnaissais. Parce que c'est ça l'histoire. Les gens disent « Ah, mais ma mère ne me reconnaît pas. » Mais qui c'est qui a commencé à ne pas reconnaître sa mère? C'est la fille ou le fils. Mais non, c'est pas ma mère. Mais non, c'est pas elle. Bon, alors forcément, l'autre, déjà, on le maltraite. Ensuite, on ne le reconnaît pas. Il ne va pas reconnaître les gens qui ne le reconnaissent pas. Donc récemment, j'ai rencontré une dame et ça m'a fait beaucoup rire. Je lui ai dit, j'ai une pièce qui s'appelle La Confusionnite, qui est drôle et pédagogique sur Alzheimer. Je lui ai dit, venez voir cette pièce. Elle me dit, ah non, jamais, je n'irai jamais voir cette pièce, Alzheimer, moi c'est non et non et non. Je lui ai dit, pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien parce que ma mère, elle a Alzheimer, et alors vous savez pas quoi? Elle croit que la femme de ménage, c'est sa fille, hein, et pas moi, et moi, c'est moi sa fille. Et moi, je rigole, parce que j'imagine qu'elle, elle fait la gueule et qu'elle engueule sa mère toute la journée, et que la femme de ménage, elle arrête le sourire et qu'elle n'embête pas la dame. Donc la dame, elle trouve que c'est elle, sa fille. Normal. Anne de Pomereux, je ne sais pas comment on peut conclure un tel témoignage, parce que c'est incroyable. Éloge de la passoire, je crois vraiment. Ouais. Éloge de cet oubli. Faut pas en avoir peur, faut apprivoiser tout ça. Et c'est l'humanité qui est en jeu, en fait.
sur ces pertes de mémoire. Et merci d'avoir ce témoignage, hein, vraiment. Merci à vous. Merci à toutes les deux. Merci. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Merci.